Alors, j'ai une intervention préliminaire de Jacques Attali. Je lui passe le micro avec plaisir. J'ai une règle commune avec plusieurs personnes à cette tribune, c'est que je ne participe plus à une tribune où il n'y a pas une femme. Donc vous arrangez ça. Bon, alors. Ça veut dire que la contrainte est forte, c'est-à-dire s'il n'y a pas de femme à la tribune, il n'y a pas de manifestation. Donc, qui veut venir? Alors, comment on fait dans ces cas-là? Est-ce que le cas s'est déjà produit? Est-ce que vous avez déjà fait ça dans une autre instance? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe en général? Ou est-ce que c'est au présentateur qui récupère le truc sur ses épaules en disant maintenant qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire? Alors, une femme. Oui, mais attendez, alors, il faut un siège de plus. Mais il est là, il est là. Encore faut-il que ça soit quelqu'un dont le propos soit cohérent avec le thème, qui apporte un peu de valeur ajoutée et de contenu. Vous êtes d'accord? Ah, je crois que ça existe, mais par rapport au thème. Attendez, est-ce que vous en voyez une qui vous plairait? Non, mais attendez, allons-y. Franchement, c'est vraiment une remarque impropre. Mais je suis d'accord, je comprends ce que vous dites. Mais encore une fois, je voulais dire qu'à travers les contacts que vous avez eus, quelles sont celles ou ceux qui pourraient être cohérents? Alors, Christine Dispa. Merci, merci de votre soutien. Ça fait chaud au cœur de se sentir soutenu. Alors, je me permets d'intervenir. Et il faut que je m'assoie carrément. C'était juste pour vous accueillir. Monsieur Attali, vous êtes très directif, hein, mais après tout, on se laisse faire hein, avec plaisir. Bon, Christine Dispa, te voilà ici, c'était pas prévu. Bon, alors je vais quand même vous dire quelques petits mots. L'économie positive, ça tombe bien, ça suggère un peu le bien-être, ça suggère même peut-être, si on réfléchit un peu plus, la chaleur, tant mieux. On en manquait un petit peu dans cette salle en début d'événement. J'ai gagné, mais... Oui. Bien. Je me suis ressaisi, tout va bien. Quelques mots rapides. Hein. On a un timing à tenir, on démarre presque à l'heure, donc c'est bien. Donc on a le plaisir de vous accueillir, on le sait tous, pour parler d'économie positive. On va lever d'ailleurs avec l'intervention qui débutera la première table ronde de M. Attali le voile pour ceux qui n'ont pas encore la connaissance du concept de ce qu'est l'économie positive. Ce n'est pas forcément l'économie qui va bien versus l'économie qui va mal. C'est, je dirais, sans empiéter sur votre propos qui va venir, l'économie qui regarde à côté, l'économie qui regarde devant, et tout ça, ça engendre des effets vertueux et bénéfiques. On va en reparler plus en détail. Depuis 2012, Jacques Attali, à la tête de Positive Planète, vous mettez en place, avec toute votre équipe, différentes actions de plaidoyer pour sensibiliser le grand public à cette économie qui prend en compte assez largement l'intérêt de tous, mais surtout qui regarde devant vers les générations futures, ce qui est très important dans votre façon de voir les choses, et pour accompagner aussi, soyons concrets, les acteurs économiques qui souhaiteraient s'engager dans cette démarche. Vous avez entendu parler du LH Forum, c'est d'actualité puisque ça se déroule à la fin de la semaine au Havre du 27 au 29. 7e édition, ce LH Forum, qui devient peut-être un peu plus concret, un peu plus pragmatique cette année, puisqu'il se décrit comme étant le forum des villes et des territoires positifs. À quelques jours, on est un peu un événement précurseur, en quelque sorte, du LH Forum, puisqu'on est 2-3 jours avant. On a souhaité organiser ce Positive Lab sur l'économie positive à Rouen et sur la transition positive dans le cadre des territoires urbains qui hébergent un port, et on va beaucoup parler de celui de Rouen. Cet événement, il est organisé en partenariat avec Aropa, Port de Paris Seine-Normandie. Merci, ça tombe bien, elle est là, hein. Il fallait que tu sois là, Christine. Merci au CESI de nous accueillir dans cet amphi là, qui est en train de monter en température, et c'est bien. Et puis, petit merci à Paris-Normandie aussi, que j'ai le plaisir de représenter et d'être avec vous. Alors le sujet de la soirée, vous l'avez vu sur les invitations, quel est l'impact d'un port sur l'attractivité d'un territoire, et bien sûr en particulier, il s'agit du port de Rouen et du territoire de Rouen. Nos invités, vous les connaissez je pense pratiquement tous, outre Jacques Attali, président de Positive Planète, Frédéric Sanchez, président de la métropole Rouen-Normandie, Christine Dispa. Je crois quand même que je m'arrange pour te faire dire quelques mots hein, dans le débat. Donc la directrice régionale du CESI, Nicolas Auxy, le directeur général du GPMR, du Grand Port Maritime de Rouen, président d'Aropa également. Et puis, alors notre entrepreneur de la Seine. Vous ne le connaissez pas fort. Tiens, on va juger de votre notoriété, Florent Beuzelin. Qui connaît Florent Beuzelin?
Bon, bah écoutez, vous voyez, il y a un peu de travail à faire en notoriété, mais ça tombe bien. Pourquoi c'est bien de connaître Florent Beuzelin? Parce que c'est un bel acteur portuaire à Rouen, c'est un logisticien portuaire, mais il va nous dire qu'il n'est pas seulement logisticien portuaire, il a un périmètre d'activité qui va bien au-delà, et il va incarner très concrètement ce concept de l'économie positive appliqué à son entreprise. On vous propose très concrètement 2 temps de 30 minutes. Un premier temps sur la performance économique du port en relation avec son territoire. Un deuxième temps de 30 minutes sur la façon dont cette économie positive se concrétise peut-être déjà un peu et peut se concrétiser davantage sur le port de Rouen, à la faveur de la dynamique et de l'attractivité portuaire, mais aussi à la faveur de la dynamique et de l'attractivité du territoire. 2-3 mots rapides sur ce qu'est aujourd'hui en quelques chiffres le port de Rouen. On s'aperçoit, Nicolas Hoxie, peut-être que vous en direz 2 mots tout à l'heure, qu'un port n'est pas forcément bien compris, n'est pas forcément bien connu par le grand public. Alors là, c'est où c'est intéressant, on s'aperçoit que quand on se rapproche des gens qui vivent très proches d'un périmètre portuaire, là par contre, les gens comprennent. Vous avez sorti un baromètre 2017 justement à Rouen sur la façon dont les riverains comprenaient et acceptaient leur port. Les taux sont très très forts. On leur demande est-ce que vous comprenez à quel point ça participe à l'activité économique et à quel point ça joue sur l'attractivité. En gros, on n'est pas loin des 100%. Hein. On est entre 80 et 90% selon les questions et selon les résultats. Quelques chiffres, disais-je. Un trafic, je ne sais pas si ça parle, mais environ 20 millions de tonnes qui se répartissent en 80% pour le maritime et 20% pour le fluvial. C'est en termes de navires à peu près 3000 navires de haute mer par an et à peu près 5000 barges fluviales par an également. Premier port céréalier de l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest parce que avant c'était de l'Europe. Hein. Et puis avant on disait premier port céréalier d'Europe. Maintenant la concurrence dans les pays de l'Est notamment a fait son œuvre. On est le premier port céréalier de l'Europe de l'Ouest. 33 terminaux maritimes, plus de 200 types de produits manutentionnés tant à l'export qu'à l'import. Et pour replacer le tout dans un périmètre géostratégique, le tout au cœur, on le sait, d'une métropole de près de 500 000 habitants et plus globalement d'un bassin de consommation d'environ 25 millions d'habitants dans un rayon de 200 km. Voilà, je vous propose qu'on passe à notre première partie, première séquence de 30 minutes, en proposant à Jacques Attali d'intervenir sur ce concept de l'économie positive d'un point de vue global. Et Monsieur Attali, puisqu'on a la chance d'avoir, et c'est un plaisir, beaucoup d'étudiants dans la salle, de manière bien sûr pédagogique. Mais vous savez le faire. Alors, on va prendre un micro qui marche. Voilà. Merci. D'abord, je suis très content d'être à Rouen et avec M. Sanchez, ici, et avec vous tous, et dans une université, puisque enseigner est vraiment ma passion. L'économie positive, c'est justement ça. C'est un concept très simple que nous pratiquons tous sans le savoir, comme M. Jourdain avec la prose, c'est-à-dire agir dans l'intérêt des générations suivantes. Ce que les parents font avec leurs enfants depuis leur naissance ou même avant, travailler dans l'intérêt des générations suivantes, faire des choix en fonction de ce qui est important pour les générations suivantes, quitte parfois à sacrifier son propre intérêt pour les générations suivantes, parce qu'on y trouve soi-même un intérêt, qu'il soit éthique, métaphysique ou matériel, ce qui est aussi le cas. Et on constate, mais ce serait trop long à démontrer, que travailler dans l'intérêt des générations suivantes, c'est la meilleure façon de travailler dans son intérêt personnel. Mais je pourrais prendre le temps de le démontrer, et c'est absolument fondamental de comprendre cela. Or, de plus en plus dans nos sociétés, malheureusement, on a oublié les générations suivantes, on y travaille moins qu'on le devrait, même si, évidemment, le rôle de l'éducation, c'est cela. On travaille beaucoup trop pour l'instant, on donne trop de priorité à ce qu'on fait dans l'instant, que ce soit des réseaux sociaux, des gaspillages de toute nature, de la priorité à l'instant, du fait que on attache plus d'importance à ce qui est urgent qu'à ce qui est important, puisqu'on ne considère pas l'importance du long terme, et aussi parce qu'on gaspille tant ce qu'on a reçu du passé, dont nous ne sommes que locataires, et qu'on ne prépare pas l'avenir en gaspillant les ressources de l'avenir, soit en créant une dette écologique à l'égard de l'avenir qu'une dette financière à l'égard de l'avenir. Nous sommes en situation d'exploiter
les générations futures et non pas de travailler pour elles. Ça va se retourner contre nous. Et toute la fonction de l'économie positive, c'est de réfléchir à cela à la fois intellectuellement, concrètement, institutionnellement, et de trouver des moyens d'agir dans ce sens-là. Nous avons en effet créé des forums, nous avons beaucoup de réflexions, nous sommes en train de créer un institut de l'économie positive qui va travailler dans cette direction. Nous avons déjà commencé à mesurer le degré de positivité des pays, et nous faisons depuis 5 ans une mesure comparative de la positivité des pays, de tous les pays de l'OCDE, où la France n'est pas très bien classée. Nous avons commencé une mesure de la positivité des entreprises, en quoi les influences travaillent-elles, et nous avons commencé une mesure de la positivité des territoires, et en effet, comme vous l'avez dit, ce sera l'objet du forum cette année et des années suivantes, de rassembler des maires du monde entier pour réfléchir ensemble à ce qu'il est possible de faire pour que les territoires soient davantage positifs, c'est-à-dire préparent mieux l'avenir de ceux qui y vivront dans les temps futurs. Tout à l'heure, juste avant nos interventions devant vous, je vous ai demandé, face caméra, quel regard vous pouviez porter sur ce territoire rouennais, comme ça, d'un point de vue global. Est-ce qu'il était déjà positif en fonction de votre critère? Et vous m'avez dit, faudrait d'abord mesurer. Oui, je ne sais pas. Nous avons, d'abord parce que je ne connais pas aussi bien Rouen que je le devrais, même si j'ai des raisons personnelles dans mon travail personnel de connaître Rouen, mais ça, c'est autre chose. Mais pour connaître les choses, il faut les mesurer. Or, nous avons créé un indice de positivité des territoires, et je serais ravi d'en reparler avec M. Sanchez pour savoir si on pourrait mesurer la positivité de Rouen, non pas dans une logique de dénonciation ou d'apologétique, mais de créer les conditions de faire mieux encore. Je disais tout à l'heure en préambule que le LH Forum... Nous sommes en train de le finir. Nous avons fait l'année dernière la mesure de la positivité du Havre, qui est confidentielle pour le Havre et qui les aide à avancer. Nous sommes en train de faire celle de la ville de Paris et de beaucoup d'autres lieux, et c'est un formidable instrument pour améliorer sa situation. Tout à l'heure, donc, effectivement, je faisais remarquer que au Havre, le LH Forum, vous aviez eu besoin de le rendre un peu plus concret, un peu plus pragmatique, Forum des villes et des territoires positifs. On n'a pas eu besoin de le rendre concret et pragmatique. Il est concret et pragmatique depuis le premier jour, puisqu'il s'agit depuis le premier jour de rassembler des expériences du monde entier qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes. Nous avons simplement décidé de faire que le forum global, qui porte sur toutes les initiatives, en particulier des pays, aura lieu à Paris. Depuis l'année dernière, il est à Paris. C'est pourquoi nous avons décidé de spécialiser le forum au Havre dans la positivité des territoires. Et donc c'est un forum qui rassemble cette année et dans les années futures des dirigeants de territoires pour voir comment ils peuvent agir plus. Il y aura plusieurs dizaines de maires du monde entier, il y aura des entreprises, des ONG, des chercheurs, pour réfléchir à savoir comment on peut faire en sorte qu'un territoire soit plus durable écologiquement, socialement, intellectuellement et sur toutes les dimensions nécessaires. Frédéric Sanchez, puisque Jacques Attali se tournait vers vous tout à l'heure, comment ça résonne en vous, comme ça, a priori, cette notion que vous ne découvrez pas de toute façon, d'économie positive? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle vraiment, qui est très concrète pour vous? J'espère que c'est le cas, que l'action que j'essaie de mener comme élu local, maire de Petit-Quevilly, président de la métropole, s'inscrit dans cette vision qui, au fond, introduit à l'instant T, dans chaque décision que nous prenons, la question, effectivement, des générations futures. Un grand philosophe qui s'appelle Hans Jonas, qui appelait ça aussi le principe de responsabilité. Le point peut-être que j'ai envie de souligner à ce moment de l'échange qui débute, c'est que ça s'exprime simplement, mais c'est réellement très difficile à mettre en œuvre. Parce que, aussi bien sur le plan individuel que collectif, nous, personnellement, et les peuples, ont plutôt tendance à préférer le court terme. La préférence pour le court terme, c'est ce qui fait que nous sommes gourmands sans songer à notre diabète futur. Je ne sais pas si l'exemple est intéressant. Si vous me permettez peut-être une remarque, on dit souvent que les politiques agissent un peu trop sur le court terme et quelquefois pas assez sur le long terme. Sur le plan collectif, c'était la deuxième partie de ma phrase avant que vous m'interrompiez, on a effectivement, au-delà de l'exemple que j'ai pris de la gourmandise, au fond, la même tentation. Les peuples ont
beaucoup de difficultés à se projeter dans leurs responsabilités par rapport à quelque chose qui est de toute façon une abstraction, les générations futures. Ce qui est en plus devenu compliqué depuis, au fond, quelques décennies, mais pas des siècles, c'est que nous avons maintenant une conscience aiguë du fait que la planète est finie. Travailler à court terme sur des projets, au fond, qui ont à voir avec la réussite de la génération présente, et en se disant qu'on va, évidemment, favoriser la génération suivante. Quand on a l'espace d'expansion que représente la planète et ses ressources naturelles, on peut voilà, finalement, pas introduire dans la variable de notre action quotidienne l'enjeu du long terme. Aujourd'hui, c'est juste impossible. Et nous savons d'ailleurs que non seulement la planète est finie au sens où l'espace à l'intérieur duquel nous travaillons à notre bien-être, à notre prospérité est clos, mais en plus nous savons que la façon dont aujourd'hui nous travaillons à notre prospérité va conduire à ce que cette planète disparaisse. Donc on est dans un moment où oui, la forme, enfin, le concept se définit aisément, ou en tout cas, il est important d'y consacrer quelque effort pour le qualifier, mais où l'urgence de se tourner vers une économie positive a gagné évidemment en acuité, en importance, parce que la planète est finie, parce que sans référence au court terme, effectivement, nous allons, comme on dit très prosaïquement, insulter l'avenir. Et réussir cette intégration du long terme, par exemple quand la métropole de Rouen se lance dans l'exercice qui consiste à mettre en place un accord de Rouen par déclinaison locale, territoriale de l'accord de Paris, c'est bien parce que nous projetons dans notre action individuelle et collective à 2030, à 2050 et au-delà. Et ça, c'est un exercice très difficile. Je ne sais pas s'il y faut du courage, comme vous commenciez à le dire, qui est une vertu romaine bien connue, mais il y faut en tout cas une capacité d'échange, d'alimentation du débat public, une capacité à mettre en exergue ces enjeux pour la construire. Pour le moment, je pense que nous perdons la bataille. Je m'arrêterai là pour cette première intervention. Je pense que la préférence pour le court terme est toujours plus forte, à vrai dire. Christine Dispa, dans une école d'ingénieurs au CESI, on peut appliquer des principes qui découleraient de cette façon de voir les choses, de cette économie positive ? Alors effectivement, je pense que pour le coup, l'enseignement supérieur a un rôle très important à jouer puisqu'on travaille et au quotidien, on est avec l'ensemble des jeunes générations qui seront les acteurs de demain et qui finalement peuvent aujourd'hui être des acteurs pour préparer demain. Et donc on travaille sur des aspects RSE, donc de responsabilité sociétale, environnementale. Ils sont très engagés sur des aspects de diversité pour favoriser la diversité, pour favoriser l'environnement. Et donc on voit qu'il y a vraiment un engouement aujourd'hui des jeunes pour être acteurs. Et quand j'entends des politiques qui sont menées pour préparer le lendemain, eh bien, j'ai envie de dire, appuyez-vous au maximum sur l'enseignement supérieur, et, parce que je pense que c'est en les interrogeant, en travaillant avec eux, qu'on préparera encore mieux demain. Alors ne vous inquiétez pas, Jacques Attali est sorti, mais c'était prévu. Ce n'est pas qu'il s'est lassé du débat. Il attendait un coup de fil très important et il nous avait prévenu. Alors, on parle du port, plus spécialement, son rayonnement, son apport de valeur ajoutée, son attractivité, et puis en quoi il peut, lui, appliquer des principes d'économie positive et en quoi ça fait écho et ça tisse des liens et crée des connexions avec les territoires. Nicolas Hoxie, peut-être rapidement, mais en quelques mots, je me suis dit, est-ce que la notion de port aujourd'hui en 2018, sachant qu'on est dans une époque qui va vite, où les concepts évoluent et changent rapidement, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un port en 2018 ? Sachant que ce n'est pas forcément si simple la réponse, dans la mesure où un port, on pense toujours à des navires qui vont, qui viennent, oui,
C'est aussi du foncier, beaucoup, de l'exploitation. Ce sont aussi beaucoup d'espaces naturels, d'ailleurs, plus qu'on pourrait l'imaginer, et puis d'autres choses encore. Alors un port aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? La réponse est un peu dans la question, sachant que c'est difficile de définir ce que c'est qu'un objet aussi agile qu'un port en quelques mots, mais c'est évidemment des navires, un peu moins de 3000 par an, navires de mer qui accostent au port de Rouen, en remontant le chenal de navigation de la Seine. Vous parliez de foncier, c'est très vrai, c'est-à-dire que le port a un vaste foncier, un peu moins de 4000 hectares, dont on ne le sait pas, 2/3 sont des espaces naturels que nous gérons, et bien sûr le reste est dédié à l'activité économique, sur un linéaire très important, parce que le port de Rouen est responsable d'installations depuis Rouen proprement dit jusqu'à la Manche, donc à Saint-Vendry-le-Trait, à Port-Jérôme, Radicatel, à Honfleur aussi. Si vous me permettez, il y a belle actualité dernièrement à Radicatel avec ce bateau, le Tian'an, qui est venu pour la première fois de Chine, depuis Shanghai, par la route du pôle. Exactement. Et puis j'ajouterai dans les conteneurs aussi le Saint-Exupéry. Au aussi, Havre. Au Havre. Alors c'est pas le port de Rouen, pardonnez-moi, mais je ne peux pas ne pas le citer. Ah non, bien sûr. Le plus gros porte-conteneurs du monde. Et il faut d'autant plus le citer que le port de Rouen s'inscrit dans une alliance, AROPA, avec les 2 premières lettres du nom de chaque port, Le Havre, Rouen, Paris, les 3 ports d'État de l'axe Seine. Une alliance qui a tout son sens parce qu'en fait, on a le même terrain jeu, la vallée de la Seine, sur lequel on contribue à créer une sorte de corridor logistique, mais aussi de cluster industriel. Et je dirais le port, c'est d'abord des entreprises, c'est d'abord des clients, hein, parce que le port, lui, est le grand port maritime de Rouen, Europa Port de Rouen est une institution, mais c'est bien les entreprises installées qui font vivre le port et génèrent le trafic et l'activité. Donc on en a sur nos 33 terminaux, on en a bien sûr sur Seine, on en a dans la salle, je vois Christian Boulochet, le président de l'UPR, qui réunit les entreprises installées sur le port, Georges Vincent, qui réunit, si je puis dire, les amis du port, la communauté au sens le plus large. Le port, ce n'est pas uniquement du lieu de passage de la marchandise, c'est aussi des lieux de transformation de la marchandise. Florent Beuzelin en est un excellent exemple. On a beaucoup d'industries qui sont basées sur le port. Lubrizol, par exemple, dont le président Frédéric Henry, qui est là, est également président du conseil de surveillance. Et je dirais le port, pour finir ce bref tour d'horizon, c'est des partenariats tous azimuts, énormément de parties prenantes. Les services de l'État, les collectivités, bien sûr. On est complètement immergé dans le réseau local, à la fois pour aménager un peu la ville, parce qu'il y a un peu de port en ville, bien sûr en lien avec les collectivités, mais également pour le développement économique. On essaie de travailler en bonne intelligence et de coordonner nos politiques de développement économique. Les entreprises, Voies navigables de France, SNCF qui est là aujourd'hui. Voilà, c'est tout un écosystème, je dirais. Tout le monde pense être chez lui dans le port. Et je crois que c'est très bien comme ça. Frédéric Sanchez, aujourd'hui, il semble assez évident qu'il faille se réapproprier en quelque sorte le port et tout ce qui tourne autour. On peut penser aussi aux quais, on peut penser aux berges. En fait, c'est quelque chose d'assez récent, ça, le fait que on s'aperçoive qu'on a cet atout magnifique. Ça, je pense, fort heureusement pour nous tous ici à Rouen, qu'on ne l'a jamais vraiment oublié. Simplement, c'est vrai que la construction de la relation entre le territoire de la métropole rouennaise et son port a connu différentes étapes qui ont à voir avec la façon dont les métiers portuaires ont évolué. C'est vrai que le port de Rouen ne ressemble plus au tableau de Pissarro, avec les bateaux au pied de la cathédrale déchargeant leurs barriques. Cet éloignement du centre-ville a conduit à ce que la ville s'aménage de façon différente tout au long du XXe siècle, et en particulier après la Seconde Guerre mondiale et les destructions qui l'ont accompagnée s'agissant de Rouen. Moi, je pense que l'un des enjeux d'aujourd'hui et de demain, et comme on est devant une majorité de jeunes qui songent évidemment à leur vie future et qui construisent leur projet, c'est, pour le dire très simplement, de réussir une nouvelle mondialisation. On sent qu'il y a une forme de mondialisation qui épuise la planète, et à travers
cet épuisement, au fond, inquiète aujourd'hui les acteurs politiques, les acteurs sociétaux, inquiète les citoyens, inquiète aussi beaucoup d'entreprises, parce que on consomme les ressources naturelles, les énergies fossiles, et on se dit que ce modèle-là, évidemment, n'a pas d'avenir. Pour autant, quand on est dans un port, ici c'est la 9e métropole de France, et il n'y a pas 36 métropoles dans la douzaine de grandes métropoles. Il n'y a pas 36 métropoles portuaires en France. Il y a Marseille et nous, dans la douzaine. Lille, oui, mais ce n'est pas la même dimension. En tout cas, la douzaine de métropoles créées par la loi il y a 3 ans sont finalement, pour la plupart d'entre elles, pas vraiment portuaires. Nous, on est engagés dans un mouvement qui consiste à métropoliser l'axe Seine, pour dire les choses brièvement, Paris, Rouen, Le Havre, avec une collaboration des ports, ce qui veut dire une collaboration des territoires. Et évidemment, un modèle, pour le coup, d'animation administrative et politique en devenir. Mais réussir la mondialisation, juste pour finir ce point-là, c'est effectivement un enjeu majeur pour le territoire de Rouen. Parce que si le protectionnisme devait l'emporter, si l'idée, qui est au cœur de l'humanisme d'ailleurs, que au fond, à travers les échanges commerciaux, les hommes échangent en général et que dans leur bagage, il n'y a pas que des marchandises, mais il y a aussi leur savoir et leur connaissance, si cette idée-là devait s'effondrer, si les frontières devaient se rétablir, d'abord les frontières sur les marchandises, avec ça s'appelle la douane, ou les normes, et ensuite les frontières sur les échanges culturels ou intellectuels, parce que tout cela est souvent très lié dans l'histoire de l'humanité, ce serait un drame, moi j'en suis convaincu évidemment pour l'ensemble du pays, mais ce serait un drame particulier pour la métropole rouennaise, où l'essentiel, certains le mesureront dans les stages qu'ils feront ou qu'ils font déjà, ou dans les alternances qu'ils construisent dans le cadre de leur parcours de formation, une grande partie des entreprises d'ici est tournée vers ce grand large. L'esprit d'entreprise ici a à voir avec la vocation commerçante et portuaire. Et il suffirait de reprendre la liste. Lubrizol et Beuzelin ont été mentionnés, mais de reprendre la liste des grandes entreprises d'ici. Renault, Cléon, qu'on visitait encore hier, est tourné vers l'exportation très massivement. Aspen, société pharmaceutique qui est dans la vallée du Caillé, est tournée vers l'exportation. Bref, je pense que ma démonstration est assez claire, et ce à quoi je tendais est clair également. La question contemporaine, c'est comment on réussit une mondialisation d'un nouveau type, positive, tournée vers les générations futures, avec assez de conviction pour que les générations d'aujourd'hui se tournent vers cet objectif et le positive fortement. En tout cas, pour Rouen, c'est un enjeu majeur parce qu'il n'y a pas d'avenir à Rouen sans port. La vie de l'entreprise maintenant. Florent Beuzelin, on vous cite depuis plusieurs moments, mais maintenant, ça y est, c'est votre tour d'avoir la parole. Vous êtes donc représentant de l'économie privée, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes acteur portuaire, on peut même dire industriel portuaire. 2 questions. La première, quel est aujourd'hui votre métier, dont on a dit qu'il dépassait de beaucoup la simple activité de logistique portuaire. Et puis ensuite, dans la foulée, si vous voulez bien nous dire ce que ça représente pour vous, cette approche de l'économie positive, telle qu'elle a été définie par Jacques Attali. La question qui sous-tend ça, c'est est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, oui, bon, d'accord, mais moi j'ai une entreprise à faire tourner chaque jour et ça, c'est peut-être un peu loin de mes préoccupations. On verra que finalement, non. Alors, périmètre métier, et puis comment vous concevez cette notion d'économie positive sous l'angle très pragmatique du gestionnaire et développeur d'entreprise. Donc, je suis un animateur effectivement d'un groupe familial qui est investi dans les filières grains. Notre métier d'origine, c'est de collecter la production céréalière des producteurs de la grande région normande ainsi que du centre et de l'acheminer vers le port de Rouen et de l'exporter. Donc nous avons basiquement 3 métiers, la collecte, ensuite la logistique portuaire et l'exportation.
Nous avons récemment investi, grâce au concours effectivement des collectivités et de l'AROPA Port de Rouen, dans le port de Rouen. Donc nous sommes détenteurs d'un silo portuaire qui s'appelle le silo de Maison Bleue sur les quais de Petit Couronne. Et donc nous sommes animateurs d'échanges céréaliers puisque nous animons des flux propriétaires. Voilà, donc c'est une chaîne logistique qui va des plaines jusqu'à l'industriel lointain, puisqu'il faut savoir qu'en vrac céréalier, le port de Rouen est plutôt dédié à des flux pays tiers. Donc nos clients sont des clients pays tiers en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Asie principalement. Voilà, donc à ce titre, nous sommes un nouvel acteur portuaire. Et, depuis 2016. Hein, depuis 2016. Alors, est-ce que l'on s'inscrit dans l'économie positive ? Je pense que nous en faisons sans le savoir, effectivement. Il faut savoir que des investissements portuaires sont des investissements lourds. Et donc, vous ne pouvez pas être court-termiste en venant investir dans le port. Vous ne pouvez pas être à la recherche du profit immédiat. Nous sommes animateurs d'une organisation humaine à buts sociétaux. Le cercle vertueux, c'est que nous soyons dans un microcosme portuaire où les synergies sont positives, où les hommes qui y vivent ont un bonheur brut. Donc on pourrait peut-être parler du bonheur portuaire brut. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait exister, bien que l'image d'un port n'est pas toujours positive pour ses riverains. Nous inscrivons dans une forme d'économie positive, dans le sens où aujourd'hui on parle de l'ubérisation de l'économie, on parle de la digitalisation, nous sommes un métier vieux comme le monde. Le commerce de grains, ça existe depuis tous les temps. L'Europe et la France sont des territoires excédentaires de grains et les exportent. Donc tout ça se rejoint dans l'idée que lorsque vous investissez dans une infrastructure lourde, de l'industrie lourde, vous intégrez tous ces nouveaux concepts d'économie et vous vous dites il va falloir vivre avec le port, vivre avec son territoire, vivre avec ses habitants. On crée des impacts environnementaux négatifs, on va y revenir. Il faudra les réduire. Et on verra comment vous les transformez en positif. Et les transformer en positif. Et c'est bien ça, avec tout le territoire et tous les acteurs économiques et politiques du territoire. Jacques Attali, tout à l'heure, dans sa prise de parole, Frédéric Sanchez évoquait l'écosystème 4.0 Cléon. Alors je ne sais pas si ça vous parle, ça parle peut-être à un certain nombre d'entre vous. En fait, l'idée, elle est simple, elle est née, je crois, de la part de son dirigeant, à l'usine de Cléon, Paul Carvalho. L'idée, c'est de dire, ne restons pas à l'intérieur des frontières de l'entreprise, maillons, ouvrons, créons des alliances, travaillons même avec des entreprises qui ne sont pas de notre secteur. On a des choses à se dire, on a des valeurs ajoutées à développer ensemble. Est-ce que finalement, l'économie positive, c'est pas un peu ça aussi ? Je m'excuse, j'ai dû sortir pour quelque chose de très important. Oui, l'économie positive, c'est de travailler en relation avec les autres, mais travailler avec les autres, surtout dans les autres des générations futures. Et dans la mesure où travailler avec les autres prépare les générations futures, oui, mais si c'est pour travailler avec les autres pour satisfaire sa gourmandise, comme disait M. Sanchez, non, bien sûr. Il y a une dimension supplémentaire. Il y a une dimension essentielle qui est travailler dans le long terme. Et c'est là où, d'ailleurs, comme vous l'avez dit très justement, monsieur, les ports créent une dimension longue, et les collectivités territoriales aussi, parce que si les élus nationaux sont plus sensibles au sondage que les élus locaux, c'est parce qu'ils sont d'abord beaucoup plus assis sur des sièges éjectables. Et c'est pourquoi d'ailleurs les entreprises familiales comme les collectivités territoriales sont plus facilement capables de gérer le long terme, parce qu'ils ont une certaine pérennité dans leurs fonctions. Et les ports sont de ce point de vue absolument essentiels. M. Sanchez l'a dit. Moi j'ai beaucoup écrit sur cette question. Et je vous renvoie au travail d'un historien français qui s'appelle Fernand Braudel, qui avait montré la place d'ailleurs de Rouen dans l'histoire de France. Aucun pays n'est un grand pays ou un très grand pays si sa ville principale n'est pas un port. Le malheur de la France, c'est que sa ville principale est au milieu de nulle part.
ça s'appelle Paris. Alors que la plupart des grands pays, tous les très grands pays, ont eu comme ville principale une port. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire, les villes qui ont été les centres mondiaux dominants ont été successivement, depuis Milan, Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, Boston, New York et San Francisco, et maintenant ça bascule de l'autre côté. Ça montre d'abord que ça a toujours été des ports, et ça montre qu'il n'y a pas une ville française dans cette liste. Et le fait, comme le disait M. Sanchez, que parmi les métropoles, il y ait très peu de ports, est révélateur de ce que la France a choisi sa dimension rurale conservatrice, et qui est de conserver le même, et non pas sa dimension le port. Ce qui est d'ailleurs assez ironique avec votre métier, monsieur, si je peux me permettre, ironique et positif, c'est qu'en fait, vous faites le lien entre le rural et le portuaire, puisque vous êtes dans une activité qui consiste à transporter des produits agricoles. Et donc, vous utilisez le rural pour en faire une activité portuaire. Et il est évident que l'avenir de la France passe par la transformation de l'axe Seine en une métropole, en une seule métropole. Alors ça sera très compliqué, ça prendra peut-être un siècle, ça ne se fera peut-être jamais. Le nombre d'égos en cause est absolument gigantesque. Déjà les batailles microscopiques ou picrocolines qu'il y a eu pendant des siècles, jusqu'il n'y a pas longtemps, entre Le Havre et Rouen, c'est fini. Mais c'est des batailles qui ont été nuisibles aux uns et aux autres, et qui aujourd'hui continuent entre le couple réconcilier Le Havre-Rouen et Paris, Paris qui regarde ailleurs, qui ne regarde pas assez dans la direction de l'axe Seine, alors que tout le monde sait, tous les présidents, tous les chefs d'État depuis Napoléon l'ont dit, l'avenir de la France se joue dans la mer. Et l'avenir de Paris est d'aller vers la mer. Donc cette intégration qu'Aropa représente le premier, ce nom assez génial, je ne sais pas qui l'a trouvé d'ailleurs, est génial, parce que si vous êtes à Hong Kong, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne pouvez pas faire la différence sur une carte entre Le Havre et Paris. Ce nom, Harbour of Paris, est absolument fondamental, mais il faut que ça devienne une réalité institutionnelle beaucoup plus forte. Il faut que les écoles d'ingénieurs de Rouen, du Havre et de Paris aient beaucoup plus d'intégration. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de travaux intellectuels, académiques, architecturaux, le long de cet acte Seine, pour faire en sorte qu'en effet, ces débouchés soient importants. Et comme vous l'avez très très justement dit, eh bien, l'avenir de ce territoire passe par le développement de son arrière-pays et de ses relations avec le reste de l'Europe. Vous avez tout à fait raison, Jacques Attali. Le couple Le Havre-Rouen est bien réconcilié, puisque dans le cadre de ce LH Forum qui a lieu en fin de semaine, le premier événement se situe à Rouen. Voilà. J'en suis très heureux. C'est un clin d'œil. Revenons à nos moutons, si je puis dire. Je résume d'une manière très, très brute. Économie positive, s'ouvrir, regarder à côté et regarder devant, pas à côté. Oui, oui, j'ai pas fini. Et ensuite, regarder devant et regarder loin. Oui. Bon, voilà, c'est très schématique. Alors, mettons un exemple très concret sur cette hyper simplification que je viens de faire. On a une métropole, on a un grand port, on a un beau logisticien portuaire. Je parle de l'entreprise, Florent Deuzelin. Après, c'est chacun son avis. Plus sérieusement, comment on interagit et on a surtout quelqu'un qui s'occupe de l'avenir, véritablement, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige une école. Parce que ceux qui sont là seront encore actifs en 2060, 70, 80. Non, j'ai dit actifs. Non, mais la retraite, quand vous serez en âge de prendre la retraite, on n'appellera plus ça la retraite. C'est un mot épouvantable, retraite. Épouvantable. Ça sera une autre, on appellera ça autrement, ça sera une autre vie. Et j'espère que vous mènerez une vie où vous n'aurez jamais envie de vous arrêter, parce que ça vous passionnera trop. Donc on oublie ça. Vous serez tous, je l'espère, actifs en 2080 et passionnés par ce que vous y ferez. Donc c'est là que se situe la préparation essentielle de l'avenir, et rien n'est plus positif qu'une école ou une université. En fait, là où on est très doué, c'est que vous ne le savez pas, mais en fait, la petite mise en scène du départ qui nous fait chercher une femme et qui fait venir Christine Dispa, en fait, c'était bien préparé. Vous voyez à quel point il est logique qu'elle soit sur la scène avec nous. Alors, est-ce que je peux demander un exercice très difficile
à chacun de vous trois messieurs, Frédéric Sanchez, Nicolas Auxy et Florent Beuzelin, parce qu'il faut qu'on gère le timing, parce qu'on est rediffusé en streaming live, au moment où on se parle, donc formidable. Vous ne le saviez peut-être pas, mais je vous le dis. Donc, est-ce qu'on peut être très très synthétique, que chacun d'entre vous trois, vous nous donniez un exemple de la façon dont vous interagissez ensemble, si possible en regardant un peu devant, pour être fidèle à ce que nous propose Jacques Attali. Alors, Florent Beuzelin, ou qui veut commencer? Allez. Ça me donne le temps de réfléchir. Oui, ça nous donne le temps de réfléchir. Alors, Donc concrètement, soyons synthétiques. Comment on a envie de comprendre comment ça interagit, comment vous apportez une valeur ajoutée au port, au territoire, et ensuite le territoire au port, etc. Vous m'avez compris. donc je vous disais que notre métier génère des impacts environnementaux négatifs. À comment nous regardons la logistique portuaire céréalière, nous émettons des poussières lors des chargements et c'est un sujet que M. Auxy connaît bien, puisque la vallée de Seine, à Rouen, émet une masse de poussière, nébulise des poussières. Donc, une des actions positives long terme, sociétales et économiques aussi, pourrait être, et c'est un projet que nous nourrissons actuellement, et nous sommes en négociation avec le port pour à avoir du domaine supplémentaire afin de créer une unité de méthanisation qui aurait comme intrant les émissions de poussière que nous pourrions capter, encapsulées avec d'autres produits agroalimentaires afin de faire un bol alimentaire au digesteur du méthaniseur. Donc je ne vais pas rentrer ici dans le mécanisme de la méthanisation, afin de produire du gaz vert. Ce gaz vert peut être injecté dans le réseau pour le gaz domestique et peut être aussi utilisé comme carburant vert. Et là, la boucle est bouclée si on arrive à utiliser ce gaz vert pour les modes de transport, à la fois fluviaux, routiers bien sûr, et peut-être demain maritimes, en vue de demain s'inscrire dans un port vert où les navires qui viendraient charger utiliseraient d'autres types de carburants, des carburants renouvelables. Donc de la bioénergie. Donc là, vous voyez qu'on a une application vraiment très concrète et c'est un projet que nous nourrissons depuis plus de 2 ans. Donc c'est des projets lourds. Au-delà de l'entreprise, mise au service plus largement de la collectivité. C'est ça même, puisqu'on en discute avec le président Sanchez. Il y a une implication avec la métropole et il y a une analyse de tous les flux que nous pourrions capter au sein de la métropole. Nicolas Auxy, ma question, comment vous interagissez concrètement en regardant devant? La question du port vert, je pense que j'y reviendrai tout à l'heure si le temps le permet. J'aimerais faire un pas de côté pour regarder devant, c'est aussi investir pour l'avenir. Et le port, en tant qu'établissement public, a les capacités de le faire et de se projeter, et a les moyens de se projeter loin devant. Et à titre d'exemple, on est en train de terminer un investissement qui a commencé dans les esprits il y a une dizaine d'années, vraiment en 2012, qui consiste à raser les points hauts du chenal de navigation de la Seine sur 120 km, de manière à gagner 1 mètre de tirant d'eau. Alors ça paraît un peu technique, mais 1 mètre de tirant d'eau, c'est pour accompagner la taille des navires qui va croissant. Favoriser l'accessibilité. Et les remplir plus, avec un gain unitaire immédiat. Donc 1 mètre de tirant d'eau, on passe grosso modo de 10 mètres 70 à 11 mètres 70. C'est un programme très lourd, à peu près 200 millions d'euros, largement cofinancé, l'État, la région, l'Europe, la métropole, et qui vise à fournir à nos acteurs des solutions plus compétitives. Mais derrière ça, il y a l'idée de continuer à faire vivre ce modèle très particulier qui est le modèle de port de fond d'estuaire, qui est le modèle rouennais, différent du modèle havrais, qui a le sien, très axé conteneurs, port de façade, port en eau profonde. Ici, à Rouen, on est un port dans les terres, avec des proches des exploitations céréalières, des coûts de préacheminement qui sont faibles, mais surtout l'idée, un port dans les terres, c'est aussi un port qui est par définition écologiquement plus vertueux, parce qu'en fait, on a une sorte de pénétrante maritime qui est moins polluante que les norias de camions qui seraient nécessaires pour transporter la marchandise jusqu'en façade. Donc c'est un port qui a du sens pour nos filières, qui sont essentiellement des filières de vrac. Voilà. Frédéric Sanchez, cet apport réciproque entre la grande infrastructure, les opérateurs privés et vous, le gestionnaire des espaces publics et du développement de la collectivité, de la métropole? Oui, j'étais en train de réfléchir, grâce au temps que gentiment mes collègues à la tribune m'ont laissé. Moi, j'avais envie d'insister sur, au fond,
la gestion de l'espace. Si on laisse faire la ville, elle va contraindre le port, c'est-à-dire le réduire. L'espace c'est rare, le foncier est cher. J'essaie d'être très concret. Si on veut demain, après-demain, dans un siècle, un port à Rouen, il faut que la ville accepte d'intégrer ce port, de le favoriser. On a des débats qui ne sont pas simples avec les riverains du port, pour être concret. Lorsqu'on travaille à ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire toutes les règles qui permettent de construire de telle ou telle façon sa maison, son entreprise, son hangar agricole. Toutes ces règles-là, elles construisent une vision à 20 ans, à 30 ans, et puis elles devront être renouvelées. C'est un enjeu majeur pour les acteurs publics comme nous sommes, nous les élus locaux, pour les entreprises, mais aussi pour les citoyens, d'avoir un débat sur la place qu'on accorde au port, au sens le plus simple, c'est-à-dire au sens géographique. De toute façon, l'histoire, c'est toujours de la géographie à un moment donné. Quelle est la place qu'on accorde au port dans l'idée qu'on se fait de la métropole rouennaise à 20 ans, à 50 ans? La réponse peut être très divergente selon qu'on parle d'un habitant riverain de la Seine ou évidemment de quelqu'un qui vit aujourd'hui au centre de Rouen et qui n'aperçoit plus guère les grues portuaires. Donc ce sujet-là, c'est en ce moment même et de façon renouvelée que nous devrons le porter dans les années qui viennent dans ce territoire si nous voulons demeurer un port. C'est pour ça que je voudrais conclure, à vrai dire, sur l'Armada, au risque de vous surprendre. Dans cette affaire-là, comme souvent, l'imaginaire, le sensible, le culturel joue un rôle. Cette fête qui, tous les 4, 5, quelquefois 6 ans, réunit ici des vieux gréements, des bateaux de tout type et des millions de personnes, elle renouvelle, à mon avis, notre envie de maritime, de fluvial, mais aussi de maritime. Si dans notre imaginaire, nous n'aimons pas la mer, si nous n'aimons pas les autres et le grand large, l'envie que nous aurons de maintenir un port, avec certes sa promesse de prospérité, mais aussi les contraintes qui l'accompagnent, cette envie sera plus faible. Et c'est là où court terme, moyen et long terme doivent toujours se rejoindre. Si le terme apparaît décidément comme trop punitif, on n'en aura pas envie. Et donc, il faut aussi avoir, dans le temps présent, des moments où, ensemble, au fond, on célèbre les navigateurs, le grand large, le fleuve et les ports. Et l'Armada, c'est ça. La place que ça a pris dans notre vie collective ici à Rouen a beaucoup à voir, je pense, avec le renouvellement de cette fascination qu'ont certains peuples pour le grand large. Pas tous, hein. Il y a des îles importantes qui ne se sont pas tournées du tout vers la mer. Donc on voit bien que ce n'est pas le simple fait d'être en bord de mer qui crée l'envie de faire du commerce, d'aller voir les autres, de découvrir l'Amérique. Comment l'économie positive appliquée au port de Rouen peut-elle être un facteur de différenciation et un facteur d'attractivité sur le port lui-même et sur le territoire qui l'entoure? Jacques Attali, maintenant, c'est à vous. Voilà, vous avez commencé tout à l'heure en nous resituant l'économie positive de manière très pédagogique et je vous en remercie. On était sur un plan global. Maintenant, si vous braquez le projecteur sur les ports et même sur le port de Rouen, quel est votre propos s'agissant de l'application concrète de ces grands principes d'économie positive? On est concret depuis la première minute, monsieur. Je crois. Oui, mais c'était juste pour qu'on le reste. Et voilà. Comme on le disait depuis tout à l'heure, le port est le lieu de l'ouverture, du contact avec l'extérieur, et donc beaucoup plus facilement qu'un autre lieu ou qu'une autre ville capable d'accepter des innovations. Une des raisons pour laquelle les principales puissances du monde ont été portuaires, c'est justement parce que le port est le lieu où on accepte l'innovation d'une façon permanente,
L'innovation, ça peut être des marchandises, des idées, des gens, de l'argent. Et on ne considère pas l'autre comme un ennemi. Et en effet, comme vous l'avez dit, parfois, certains Iliens ont peur du reste du monde et se ferment et se retournent vers la Terre et disparaissent. En tout cas, ne prospèrent pas. Donc, tout naturellement, dans la mesure où l'économie positive, c'est une économie qui cherche en permanence à regarder ce qui permet de mieux préparer l'avenir, donc qui forcément est tourné vers l'innovation, un port est mieux placé qu'une autre ville pour le faire. Maintenant, c'est un équilibre à trouver, parce que préparer l'avenir, être positif, c'est aussi défendre des valeurs, des identités, des principes. C'est pourquoi j'étais très sensible à votre exemple de l'Armada, qui consiste à créer en quelque sorte une culture de la communication avec l'extérieur. Donc, un port doit être plus positif qu'une autre ville, justement parce que dans la mesure où il est davantage tourné vers le commerce, vers l'industrie, vers le changement, il est plus susceptible d'être négatif, de ne pas être positif. Vous en avez cité plusieurs exemples tout à l'heure avec les pollutions que l'activité portuaire peut créer. Et on le voit d'ailleurs parce que les grands ports à travers le monde sont des lieux d'extrême pollution, d'extrême production de déchets de toute nature. Le plastique vient par les fleuves et va vers la mer, et c'est comme ça que se trouve l'essentiel des conséquences tragiques. Donc, le port est à la fois le lieu principal possible de la positivité parce qu'il est le lieu de l'innovation, mais il est aussi le lieu du principal danger pour l'avenir, puisqu'il est le lieu d'une activité qui elle-même est, si on y prend garde, productrice de déchets. Et c'est là où se trouve le défi. Et le défi, pour moi, il est de plusieurs natures. Il est d'abord un défi de pollution, pollution au gaz à effet de serre, pollution au plastique, pollution aux produits chimiques, et la région ici en est particulièrement signifiante, puisque vous avez sur la vallée de Seine un grand nombre d'industries spécifiquement dangereuses qui ont même été regroupées parce qu'elles l'étaient. Donc, c'est développé en même temps une extraordinaire technologie dans cette région qui est la technologie de la gestion des matières dangereuses, qui est très utile ici, mais qui est aussi très exportable. Et donc, il y a la possibilité d'utiliser l'existence d'activités dangereuses comme une source de défis pour faire mieux et pour préparer l'avenir, non seulement ici, mais ailleurs, en exportant ces technologies. Ça, c'est le premier domaine. La gestion des déchets, la gestion des pollutions essentielles. Je répète, l'essentiel des déchets plastiques qui sont en train de tuer la mer viennent par les fleuves. Ils viennent par les fleuves d'Asie, mais ils viennent par les fleuves, et donc il y a une gestion là de la purification et de la gestion des déchets qui est absolument fondamentale. Deuxième activité, deuxième façon dont les ports peuvent être des acteurs d'avenir, c'est la façon positive. C'est ce que vient de dire à l'instant M. Sanchez, c'est la façon dont le port s'inscrit dans le reste du territoire. Et pas seulement, à juste titre, dans le territoire le plus voisin, c'est-à-dire les riverains du port, qui aiment ou n'aiment pas ce voisinage, alors que normalement, on peut imaginer qu'un port dans certaines villes, moi je suis né dans une ville dans laquelle le port était une source de joie, de plaisir, de spectacle. On allait le dimanche voir les bateaux dans le port. Mais il y a d'autres villes où, au contraire, le port est bunkérisé parce qu'il ne faut surtout pas le voir, on ne doit pas savoir qu'il est là, il est dangereux. Donc, tout ce qui intègre le port dans la ville, et c'est une affaire longue, parce que changer une structure de territoire, c'est très long, mais il faut aller beaucoup plus loin. Parce que le problème, et M. Sanchez, je pense, sera d'accord avec moi, et vous aussi, messieurs, un port, c'est rien sans un arrière-pays, c'est-à-dire la possibilité de faire partir ceux qui arrivent. Et donc, c'est pas seulement parce que le Rouen est un port fluvial. En effet, ça a permis d'éviter la pollution des bateaux qui viennent de la mer. Mais il faut quand même que le reste parte après, en camion ou par le fleuve, vers le reste, vers les autres, vers le continent européen, vers les 500 millions de consommateurs qui attendent les produits qui sont arrivés ici. Donc, la gestion est une des drames des deux grands ports français qui sont Marseille et Rouen-Le Havre, c'est qu'on n'a pas pensé du tout, tant à Rouen
Le Havre qu'à Marseille, à la construction de ces espaces de dégagement, qu'il s'agisse de voies fluviales ou de voies ferrées. Et ça, c'est une lacune énorme. Le fait qu'il faille encore 2h30 les bons jours pour aller au Havre en train depuis Paris, et je pense une distance pas moindre pour Rouen, est la preuve de ce qu'on n'a pas su penser il y a 30 ans, il y a 40 ans et il y a 50 ans, puisque si on avait il y a 50 ans eu une attitude positive à l'égard des ports, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Donc il ne faut pas recommencer cette erreur, et donc la pollution, les arrière-pays, et enfin, pour ne pas être trop long, l'intégration sociale. Il est fondamental de créer les conditions d'une intégration sociale, du fait de ce que vivre ensemble soit accepté, qu'on ait envie de vivre là, que tous les milieux sociaux puissent se mêler, toutes les origines sociales ou culturelles puissent se mêler, de façon à ce que la ville, le port, qui par nature est un lieu de cosmopolitisme, utilise ce cosmopolitisme comme une source de préparation de l'avenir. Jacques Attali, si vous me permettez, vous gardez la parole. Tout à l'heure, lorsque Nicolas Auxy a commencé à nous évoquer quelques premières réalisations, il va nous en donner d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de choses qui se font dans le domaine du sujet de cette table ronde. Il nous a bien dit, il nous a suggéré, on l'a compris, que ça allait être, c'était et ça allait être encore à coût de, pardonnez-moi la trivialité de l'expression, mais de millions d'euros. Est-ce que Jacques Attali, pour mettre en place tous ces principes qui nous paraissent naturellement vertueux, qui sont frappés d'un certain bon sens, est-ce qu'on peut risquer de buter contre la disponibilité financière ? Disponibilité financière des collectivités, peut-être de l'État, et aussi peut-être des entreprises. Bien sûr, évidemment, la disponibilité financière est clé. Maintenant, emprunter à long terme ou à très long terme, à l'heure où nous parlons, c'est très facile. Les taux d'intérêt sont plus bas que jamais, et s'il y a un moment dans l'histoire de nos collectivités ou de nos entreprises où s'endetter à taux fixe à 40 ans pour faire des investissements du genre de ceux dont on vient de parler est faisable, c'est maintenant. Évidemment, il ne faut pas emprunter à taux variable, ce serait une folie que les collectivités ont fait pendant un certain... Pas vous, mais que les collectivités ont fait pendant 20 ans à d'autres, et qui leur a coûté des faillites. Mais emprunter aujourd'hui à taux fixe à 1,5 ou 2% pour les projets dont on vient de parler, c'est d'une certaine façon criminel de ne pas le faire. Donc qu'on ne nous mette pas en avant les clauses financières, naturellement, il ne faut pas s'endetter pour payer le salaire des gens, ça c'est une folie. Mais s'endetter pour investir, ça c'est presque illimité. Alors justement, on parle d'investissement financier. Alors tiens, soyons illustratifs, et on vous repasse la parole, Nicolas Auxy. Je le disais, vous avez beaucoup de choses à dire. Vous nous avez parlé tout à l'heure des accès maritimes, vous avez cité un chiffre. Vous pouvez nous parler de l'évolution de la performance des terminaux, docks flottants, les actions environnementales, les actions aussi de transition énergétique. Est-ce qu'on peut balayer... Alors, désolé, encore une fois, je suis en phase avec le déroulement timé du streaming. Est-ce qu'on peut phaser assez rapidement les différentes actions que vous mettez en place, justement, en cohérence avec ces principes d'économie positive, et puis nous mettre dans la colonne de droite, si je puis dire, le montant, et avoir une idée de ce que ça représente? C'est pas inintéressant. Alors, je rebondirai probablement sur les différents volets de l'économie positive portuaire évoqués par M. Attali, en commençant par l'environnement, évidemment. Ça, c'est une responsabilité importante pour les générations futures. Le port est un acteur environnemental parmi les plus importants de l'estuaire de la Seine. Il l'est en responsabilité, il l'est aussi par la loi, puisque la loi demande au port d'État d'être respectueux de l'environnement et de le protéger. Alors, j'évoquais tout à l'heure que sur nos 3800 hectares, 2/3 sont des espaces naturels que nous gérons en lien avec des acteurs, évidemment, le parc naturel régional, la réserve naturelle, etc. Mais ce n'est pas que ça. Vous évoquiez la desserte de l'arrière-pays, c'est absolument crucial. Donc aujourd'hui, la part modale de nos... Enfin, désolé de jargonner. Les modes massifiés que sont le fer et le fleuve sont faiblement représentés dans la desserte du port de Rouen, alors qu'il y a un très beau fleuve,
un très beau fleuve et des voies ferrées sur lesquelles on veut miser demain plus qu'aujourd'hui, avec un travail partenarial avec SNCF. Et c'est compliqué de développer le fer parce qu'il faut des infrastructures. Donc SNCF y travaille, en particulier via Serqueux-Gisors, pour ceux qui connaissent les grands projets de la région. Il faut des sillons. Et là, il faut rentrer précisément dans la mécanique de réservation de sillons côté SNCF, et on s'y emploie. Et il faut également des services. Certains acteurs agricoles, de la filière agricole, mettent en place des services ferroviaires. Et là, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait être dans le concret. On est vraiment dans le concret. C'est-à-dire que développer les modes massifiés, c'est tout un tas de petites choses à accumuler pour arriver à des résultats concrets. Quand on essaye de développer le port, il nous faut des nouvelles surfaces. On a justement dévoilé notre plan d'investissement pour les 10 ans à venir. On est très attaché à reconstruire le port sur le port. C'est-à-dire ne pas s'étaler, quelquefois c'est nécessaire, mais le faire le minimum possible. Et on a des friches. D'ailleurs, c'est une problématique commune avec la métropole sur d'autres endroits. Et là, à nouveau, c'est du très concret. C'est-à-dire que c'est des espaces qui sont souvent pollués par les activités antérieures. Il faut les dépolluer, déconstruire, les remettre en activité. Ça coûte de l'argent. Le modèle économique n'est pas extrêmement clair. Et donc, c'est typiquement un sujet concret sur lequel on travaille avec l'État et la métropole. Transition énergétique, je pense que c'est complètement clé. Les ports sont des lieux de passage de l'énergie ou de la matière énergétique, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Alors, celle d'aujourd'hui, bien sûr, les produits pétroliers, le charbon, et je pense que nous continuerons à l'être tout le temps où c'est nécessaire, mais il faut également arriver à favoriser les filières de demain. Et à Rouen, on a un focus particulier sur la biomasse. Nous pensons que le port de Rouen, en raison de son histoire liée à l'agriculture, aux produits agro-industriels, peut être demain une plaque tournante du trafic français ou européen de biomasse. Donc on s'y emploie avec les entreprises, avec des mesures tarifaires et tout ce qui va bien. Le port de Rouen est un port de passage des éléments d'éoliennes terrestres. Le port du Havre est très, très actif sur les questions d'éoliennes en mer. Donc autant de trafics sur lesquels on n'est pas, comment dirais-je, passif. C'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner les entreprises dans le développement de ces trafics. On s'inscrit complètement dans le plan COP21 initié par la métropole. On essaye de mettre en place du solaire. On a beaucoup de hangars dont les toitures pourraient accueillir des panneaux solaires. On a des zones qui sont aujourd'hui sur lesquelles on ne peut plus rien faire parce qu'elles sont dans des plans de prévention des risques qui pourraient accueillir des fermes solaires. Voilà, autant de choses concrètes sur lesquelles on travaille en ce moment, avec, j'en finis là, rassurez-vous, de l'innovation derrière, à de nombreux points de vue, mais j'en citerai un, c'est l'open data. Et mettre à disposition des citoyens en toute transparence finalement ce qu'on fait, en particulier sur les mesures environnementales. Donc on publie sur Internet les mesures environnementales qui sont liées à notre activité, en toute transparence, et on met à la disposition de tous un système d'information géographique qui permet de comprendre ce que fait le port et ce qui s'y passe. Globalement, dans tout ce que vous venez de nous citer, on est sur une enveloppe qui représente quel montant ? C'est très difficile à dire parce que c'est pas que je veux pas vous donner de chiffres, mais bon, les actions environnementales au sens le plus strict, c'est de l'ordre 2. C'est peut-être 2 millions d'euros par an. Tout à l'heure, j'évoquais le programme d'amélioration des accès maritimes de à peu près 200 millions. Il y a plus de 10%, 20 millions d'euros, qui est consacré à des mesures environnementales. Mais la plupart, c'est pas une question d'aligner des chiffres. La plupart de ces actions, en fait, c'est en partenariat, en système, qu'on arrive à les mettre en œuvre. Donc c'est en conjuguant les efforts du port, des entreprises installées sur le port qui sont très soucieuses de ces questions, tout comme nous, bien sûr des collectivités locales, qu'on arrive à faire quelque chose. Pour prendre un exemple concret également, lorsque le logisticien portuaire Senalia change ses portiques de chargement, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui au terminal de Petit-Couronne, je crois que l'investissement est de l'ordre de 20 millions d'euros. Comment ça se passe entre Senalia et le port ? Il y a un partage, il y a un tour de table ? Cette opération vise justement pour Senalia à tirer parti du chenal approfondi. Donc le chenal avec 1 mètre de tirant d'eau supplémentaire sera symboliquement livré à la fin de cette année, donc dans quelques mois. Senalia modernise ses portiques.
Donc c'est en fait 11 millions d'euros, mais auxquels vous avez ajouté les 10 millions d'euros de dépenses par le port pour mettre son quai au gabarit du chenal approfondi. Donc c'est un exemple typique de partenariat public-privé, non pas juridique, mais tout simplement dans la coexistence des investissements pour tirer le meilleur parti de tout ça. Je précise, pour que ça vous parle davantage, que le changement de ces grands portiques, ça se situe à côté du terminal conteneur. Eh bien, la vocation première est de respecter davantage l'environnement en évitant l'émission de particules, c'est ça ? Oui, alors je ne peux pas parler pour Senalia, mais il y a évidemment une double logique, à la fois de performance, c'est-à-dire il faut remplir les navires le plus rapidement possible de manière à gagner du temps, parce que le temps, ça reste de l'argent, et un enjeu écologique qui est exactement le même que celui que signalait Florent Beuzelin tout à l'heure, c'est-à-dire de perdre le moins de poussière possible dans l'environnement immédiat. Merci Nicolas Auxy. On va arriver très vite aux questions-réponses. Préparez-les. Florent Beuzelin, je reste un petit peu sur l'axe financier. Gestionnaire et développeur d'entreprise. Bon, il a, comme tous les chefs d'entreprise, les yeux rivés sur le compte d'exploitation et surtout sur le niveau de marge. Et alors ma question c'est, est-ce que ce que vous entreprenez, et puis vous nous redonnerez quelques exemples qui nous manquent, il y en a quelques autres aussi chez Beuzelin, est-ce que cela s'est vécu par vous comme étant une contrainte du moment, une espèce de responsabilité, comme on le dit, vis-à-vis des générations futures, et se dire oui, c'est citoyen et on se doit de le faire, ou est-ce qu'en même temps, finalement, ça peut dégager une rentabilité pour l'entreprise ? On a envie de savoir. Alors, tout d'abord, moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'un port, et le port de Rouen, son attractivité, c'est surtout ça, c'est que c'est une grande mine à ciel ouvert. Et il faut le voir comme une mine qu'on va essayer d'être propre demain, une mine avec laquelle il y a des habitants, c'est un microcosme, il y a des acteurs économiques et de tout ordre. Mais surtout, voilà, il y a des gisements. Et les gisements, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, je m'adresse à vous, tous les étudiants, c'est un gisement de compétences. Et il faut organiser ces compétences, les organiser de façon les plus intelligente possible. Nous, on travaille sur un minerai qui est aussi autre que l'humain, qui est le minerai agricole, le grain. Il faut l'exploiter intelligemment, avec une logistique intelligente. Et donc là, j'en reviens à votre réponse, à votre question. Excusez-moi, je vais essayer d'y répondre. C'est plus qu'une opportunité, en fait, de faire de cette mine une mine propre. C'est gage de durabilité. Une entreprise, elle veut des comptes, des résultats positifs, mais ce qu'elle veut, c'est surtout pas mourir. C'est être là demain pour exister. Peut-être dans l'histoire d'un groupe familial, c'est d'être là pour les générations d'après. Pas forcément que pour l'enrichissement de la famille. Elle a vraiment pour vocation de faire du bénéfice intelligent qui sera réemployé demain. Donc voilà, nous on a un minerai, c'est le grain, il faut le rendre durable, il faut faire en sorte que ces nuisances, on puisse les diminuer, en tirer parti, faire de ça de la bioénergie comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour s'inscrire dans cette idée de port vert, ville verte. Et donc c'est vraiment une opportunité. Il y a l'économie 2.0 et puis il y a cette économie verte, je ne sais pas si elle est 2.0, mais elle est en tout cas intelligente parce qu'elle organise bien le minerai et avant tout les compétences, parce que ça veut dire de nouvelles compétences. Et c'est là où je m'adresse à tous les étudiants. C'est vraiment, il s'ouvre devant nous des horizons immenses où il va falloir développer de nouvelles compétences pour que et là on parle des ports, du grand port de Rouen, donc cette grande mine, elle devienne propre et intelligente. Christine Dispa, directrice régionale du CESI. Alors dans votre activité, diriger une école d'ingénieurs, on est très loin dans le métier au quotidien, pas si loin dans les formations que vous développez, on le sait bien, mais est-ce que ce que vous entendez là ce matin, est-ce que ça vous suggère des idées ? Est-ce que vous avez des images qui naissent ? Alors, je n'ai pas forcément bien très loin. Non, au contraire, moi j'ai envie de rebondir sur tout ce qui a été dit et finalement de mettre en perspective. Et
il me semble en tout cas, et je ne vais pas parler à la place des jeunes à qui on va donner la parole pour qu'ils puissent poser des questions, mais il me semble que bon nombre de témoignages, d'exemples qui ont été cités dans cette table ronde mettent bien en perspective un certain nombre de sujets que l'on aborde. Et les jeunes, on a parlé d'open data, on a parlé de risques industriels, et ce sont des thématiques qui sont dans nos formations, et on voit bien que justement on travaille à préparer au métier de demain, et que finalement les formations, quelles qu'elles soient, dans la transversalité des différents thèmes que l'on aborde, on a vu aussi qu'il peut y avoir des projets de recherche. Il y a aujourd'hui des projets de recherche dans lesquels les écoles, les universités sont impliquées, et donc il y a des étudiants qui sont aussi impliqués dans ces projets de recherche au service du territoire, au service des acteurs. Et donc finalement, cette table ronde a permis vraiment, je pense, de montrer combien on était en interaction et combien on est en grande proximité avec les thématiques aujourd'hui du monde professionnel, et combien vous, jeunes, vous préparez au sein de nos écoles, je généralise, universités, écoles d'ingénieurs, écoles de management également, combien les thématiques sur lesquelles on vous fait travailler aujourd'hui, eh bien, vous aident et vous permettront de vous développer vos compétences pour intégrer le monde professionnel qui vous attend et qui a pour relever de grands challenges. En tout cas, on l'a vu aujourd'hui. Les questions, c'est à vous tout de suite. Juste un dernier mot, Frédéric Sanchez, si vous me permettez. Avec le poste d'observation qui est le vôtre, sur toutes ces forces vives, et pas seulement qu'économiques, autour de vous, les équipes de la métropole, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, votre diagnostic en quelque sorte, vous pensez que les esprits sont prêts, sont mûrs, qu'il y a peu de réticence pour aller vers ce type de comportement vertueux ? Mais je crois avoir dit tout à l'heure, au risque de passer pour Cassandre, que je pense qu'on régresse en ce moment. Pas dans cette salle, bien sûr, où forcément on a tous un très haut sens de nos responsabilités individuelles dans le concert de la société dans laquelle nous vivons, et aucun d'entre nous, évidemment, n'imagine dans sa vie gaspiller les ressources naturelles, détruire la biodiversité, nuire à la paix dans le monde, pour dire ça comme ça. Pour autant, si on est un peu lucide, parce qu'il faut toujours prendre les choses autant qu'on le peut, et qu'on y parvient intellectuellement, parce que c'est très difficile de comprendre le monde dans lequel on vit. On manque de recul. On y verra beaucoup plus clair dans 20 ans sur ce qu'on vit en ce moment. Je pense que la bataille que livrent certains leaders d'opinion, responsables politiques, grands entrepreneurs, nous, acteurs à notre dimension, cette bataille qui vise à renouveler l'idée de progrès, elle n'est pas forcément gagnée. Et il y a d'autres projets pour la planète, d'autres visions du monde qui animent, c'est le moins qu'on puisse dire, le débat politique. Donc votre question, moi je souhaite la formuler en des termes politiques, c'est-à-dire que le chemin auquel on essaie de travailler à Rouen, parce qu'on est un port dans le cadre d'une France qui est tournée vers le monde, grâce en partie à évidemment la construction européenne, ce chemin-là, il est contesté, il est vilipendé, il rencontre beaucoup d'obstacles, des pays sortent de l'Union européenne, d'autres veulent de l'extérieur sa disparition, et il ne suffit pas de réfléchir très longtemps pour mesurer que si effectivement l'Union européenne, qui est d'abord, c'est peut-être son problème d'ailleurs, une union économique et commerciale, si l'Union européenne était dans les 20 ans qui viennent défaillante, eh bien, évidemment, l'avenir du port de Rouen se dessinerait de façon très différente. Concrètement, il y a des élections bientôt pour le Parlement européen, et c'est un enjeu à très court terme de savoir quels députés les Français vont se choisir pour siéger au Parlement européen, quels députés les autres peuples d'Europe vont se choisir pour siéger au Parlement européen, parce que ça pesera dans un contexte qui, moi je m'en félicite, a donné au fil des décennies plus de pouvoir à cette Assemblée, dans un contexte institutionnel compliqué. L'Europe, c'est pas tout à fait un
pouvoir législatif au même titre que l'Assemblée nationale française. Mais ça fera une grande différence si au mois de juin prochain, on a des députés majoritairement hostiles au Parlement européen à la construction européenne. Et ça fera une grande différence si parmi eux, les députés français, certes siégeant au Parlement européen, sont hostiles à la construction européenne. Donc, tout ça pour dire que le long terme, c'est notre perspective, mais le court terme, c'est toujours à un moment donné un combat. Merci. Question, un micro là-bas, un autre là, profitez-en. L'agenda de Jacques Attali fait qu'il doit partir assez rapidement, donc profitez peut-être de sa présence aujourd'hui parmi nous. Monsieur, question. Et bon, essayez de l'allumer peut-être. On va vous en faire passer un autre, ou sinon vous donnerez de la voix. Bon, décidément, c'est pas mieux avec le deuxième. Bah, écoutez, la salle n'est pas si grande, lancez-vous et donnez de l'organe, si on peut dire. Nicolas aussi, vous voulez répondre? Oui, je crois que la question me revient. J'ai pas du tout la même vision que vous de notre alliance. Alors, en termes de taille et de trafic, en effet, il n'y a pas photo. Le Havre est le plus grand port des trois. Mais je crois qu'on a une alliance assez équilibrée avec chacun des spécialités. Déjà, il y a bien deux ports maritimes, le Havre et Rouen. Quand j'évoquais tout à l'heure les 2600 navires, presque 3000 qui viennent tous les ans, c'est bien jusqu'à Rouen, c'est des navires de mer qui ne s'arrêtent pas au Havre. Chacun des trois ports a sa spécialité. Et c'est justement le fait qu'on soit essentiellement complémentaires et très très peu concurrents qui fait que l'Alliance s'est créée en 2012. Donc le Havre, évidemment, c'est le premier port à conteneurs de France, un port en eau profonde, le premier port du commerce extérieur français. À Rouen, on a d'autres filières, essentiellement le vrac, produits raffinés, bien sûr les céréales, premier port exportateur de céréales d'Europe de l'Ouest. Je ne sais pas si vous le savez, mais la valeur des céréales qui quittent le port de Rouen chaque mois, c'est la valeur d'un Airbus A320 Neo, prix catalogue. Je pense qu'ensuite, on peut avoir des ristournes quand on en achète plusieurs. Non négocié. Voilà, non négocié. Mais on est à Rouen un acteur majeur aussi des exportations françaises. Paris, c'est complètement autre chose. C'est évidemment pas un port maritime, c'est un port fluvial, mais c'est le deuxième port fluvial européen. Voilà. Donc, j'ai pas la même vision de vous que tout simplement de l'équilibre au sein de l'Alliance aujourd'hui. J'ai pas l'impression que les chiffres sont différents. Évidemment, le Havre c'est plus gros, mais chacun a sa carte et justement on essaye de jouer ensemble. C'est tout le principe d'Aro. Question. Il n'y a toujours pas de micro qui marche. Ça marche là-bas le micro? Passez devant. Il y a quelques années, donc, il a été envisagé de faire du Havre le port de Paris. Et ce projet envisagé, ainsi que la construction, il ne faut pas l'oublier, de la ligne grande vitesse Paris-Rouen-Le Havre, lorsque le tunnel sous la Seine sera creusé, tout cela ne risque-t-il pas de nuire à la positivité du port de Rouen? Parce qu'il n'y a pas que le port envisagé, il y a aussi... Allez, Frédéric Sanchez vous répond. Oui. C'est toujours assez amusant de constater quand on parle de football que c'est les derbys qui intéressent en proximité. Et moi, je suis un peu espagnol par mes ancêtres. Ça veut dire j'ai passé toute ma vie à Rouen. Mais en Espagne, le match de l'année, c'est Barcelone-Madrid. Real, Barça. Et tout le reste, au fond, compte assez peu s'agissant du football. Malheureusement, à un moment donné, le derby,
c'est aussi devenu l'État national espagnol versus la Catalogne dans un sentiment d'appartenance lié à un territoire historique. Tout ça peut être discuté longuement. Monsieur Valls va nous en parler ce soir, semble-t-il. Une dimension historique qui conduit à vouloir créer un État souverain. Chaque peuple apprécie ce qu'est son intérêt. Je reviens à notre situation, à votre question. Franchement, vu de Singapour où j'étais la semaine dernière, la question, c'est pas de savoir si Le Havre est plus gros que Rouen. La question, c'est de savoir pourquoi Le Havre, Rouen et Paris, décidément, ne conquièrent pas des parts de marché. À Singapour, en 1965, il n'y avait rien. Il y avait une enclave chinoise et il y avait une fédération de Malaisie qui se constituait, indépendance, ex-colonie britannique, qui se constituait et qui ne voulait pas de l'enclave chinoise. Et c'est par défaut qu'une cité-État qui est à peine plus grand que la métropole rouennaise en superficie, bon, il y a 10 fois plus d'habitants, cette cité-État s'est constituée. Donc les facteurs du développement peuvent reposer à un moment donné tout simplement sur des unités de temps et de lieu qui savent tisser des relations suffisamment intenses pour réinventer au fond leur perspective de progrès. Ce qui se joue, Jacques Attali évidemment en est l'un des acteurs importants par ses travaux, ses interventions, son obstination aussi sur ces sujets-là, ce qui se joue sur la vallée de Seine, Paris, Rouen, Le Havre. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec l'indépendance de Singapour en 1965, mais en 50 ans, cet État qui n'existe pas est devenu l'un des États les plus riches du monde. C'est, je crois même, le plus riche en PIB par habitant en intégrant la parité de pouvoir d'achat. Bref, tout ça pour dire que le derby avec Le Havre, moi, ne m'intéresse pas. Cette affaire-là, elle est derrière nous. Elle m'intéresse en foot. Et j'espère bien que QRM remontera en Ligue 2 et qu'on pourra ensemble aller en Ligue 1 de façon à ce qu'il y ait des beaux derbies et des stades pleins. Ce n'est pas tout à fait le cas en ce moment, d'ailleurs aussi bien à Rouen qu'au Havre. Mais s'agissant du reste, parce que le foot, c'est pas censé être la vie, et bizarrement, ça le devient souvent. S'agissant du reste de la vie, si on laisse de côté le côté plaisant de certains derbys, il faut absolument que la vallée de Seine se constitue en unité d'action pour la prospérité non seulement de la Normandie, mais du pays. Écoutez, Jacques Attali, je vous propose de conclure peut-être. Hein. On fait, juste après, on fait un dernier petit tour, vite fait. Je dois vraiment partir. Vous devez partir. D'accord. Alors écoutez, on vous écoute pour la conclusion. Finalement, les choses que vous avez envie de nous dire juste avant de partir, aussi parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle. Non, mais je rebondirai à ce que vient de dire M. Sanchez. Il y a un lien entre Singapour et ce qui se passe ici. C'est Singapour, en 1965, a eu un projet, une vision longue de ce qu'il voulait faire. C'était lié à une personnalité particulière, d'un homme particulier, M. Lee Kuan Yew, mais c'était un projet collectif. Ce qui manque encore ici, entre art ou pas, c'est une vision et un projet. Il commence ce projet à exister entre Le Havre et Rouen, n'est-ce pas à Paris. Et si j'avais un conseil final à donner ici, c'est que Le Havre et Rouen aillent ensemble faire du lobby à Paris pour convaincre Paris que son intérêt est de se tourner vers la Seine et non pas de regarder ailleurs. Juste un exemple, il est triste que rien des Jeux Olympiques ne se passera dans cette région. Rien. Même pas la partie maritime ou fluviale des Jeux ne se passera pas là. Donc ça prouve qu'il n'y a pas de conscience collective de ce que Paris est lié au Havre et à Rouen. Et si on n'a pas cette vision-là, comme vous l'avez dit, dans 50 ans, Rouen et Le Havre n'existeront plus. Parce que Paris sera tourné vers autre chose. Paris sera devenu une vague annexe de Rotterdam par l'axe nord, et tout le reste aura disparu. Donc la clé de la survie à long terme, c'est de faire que Paris soit convaincu qu'elle fait partie de l'axe Seine, et c'est pas fini.
Je vous remercie infiniment. Moi, j'étais très heureux d'être là. Merci beaucoup, Jacques. Et je suis ravi de vous retrouver à partir de jeudi au Havre. 28 et 29 septembre. Merci Frédéric Sanchez, merci Christine Dispa, merci Nicolas Oxy, merci Florent Beuzelin. Et rappelez-vous, si vous êtes intéressé par approfondir tous ces sujets sur le forum des villes et des territoires positifs, vous êtes accueillis au Havre en fin de semaine. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Merci de votre attention.